Il était 23h14 un jeudi soir. Le Mistral soufflait fort sur l'autoroute A7, charriant une odeur de sel marin et de diesel brûlé qui se mélangeait à la fumée de nos cigarettes. Le plan était censé être une formalité. Bloquer l'Audi RS Q8, faire descendre le type et repartir avec le bolide. Un jeu d'enfant, on pensait. Mais quand la vitre teintée s'est abaissée et que j'ai croisé son regard, ce n'était pas de la peur que j'y ai vu. Était une évaluation, une froideur clinique. À cet instant précis, j'ai compris que nous venions de signer notre propre arrêt de mort. Cette histoire est réelle. Chaque détail est gravé dans ma chair. Si cette vidéo disparaît demain, sachez que la DGSI m'aura retrouvé. Ils n'aiment pas qu'on expose les méthodes de leurs loups, qu'on révèle le visage des fantômes qui opèrent dans l'ombre de la République. Alors, avant qu'ils ne fassent le ménage, téléchargez cette archive, partagez-la. Chaque vue, chaque like est un témoin qui atteste que j'ai dit la vérité. Votre attention est ma seule protection contre le silence étouffant de l'État. Maintenant que vous avez renforcé le périmètre, que vous faites partie du cercle, on peut y aller. Rembobinons la cassette de 2 heures, juste avant que les portes de l'enfer ne s'ouvrent en grand sur l'asphalte marseillais. On était au sommet de notre monde, blindés d'une arrogance qui nous servait de gilet pare-balles. On se croyait intouchables, des rois du béton armé. Une erreur de jugement qui allait nous coûter bien plus que notre liberté. Une leçon écrite avec le sang de mes frères. Une semaine avant ce fiasco, J était le roi de la cité, Yanis, alias le fantôme. Pas parce que J était discret, mais parce que je pouvais faire disparaître les problèmes et les gens. J était le gérant de terrain pour la DZ Mafia à la Castellane. Le pognon des stupes tombait comme une pluie d'été, arrosant nos survêtements Lacoste et nos chaînes en or qui brillaient sous le soleil de Marseille. On était les maîtres du jeu, les seigneurs de notre petit royaume de béton. Notre équipe, était le trio infernal. Moi, le cerveau. Momo, le bras armé, une montagne de muscles de 1,90 pour 110 kilos. Toujours le premier à vouloir en découdre, le regard vide et la détente facile. Et puis Karim, le fidèle, le chauffeur, le mec discret qui connaissait chaque ruelle de la ville comme sa poche. Ensemble, on était une unité crainte et respectée. On se sentait invincible, une fratrie forgée dans le crime, persuadée que rien ni personne ne pouvait nous arrêter. On passait nos nuits sur les toits des immeubles, à siroter des bouteilles d'Armand de Brignac en écoutant Jules à plein volume, le son se répercutant sur les façades grises de la cité. On regardait les lumières de la ville en bas et on se disait que tout ça nous appartenait. Chaque voiture, chaque appartement, chaque regard baissé devant nous était une confirmation de notre pouvoir. On était jeunes, riches et arrogants. Un cocktail explosif qui attendait juste la mauvaise étincelle pour tout faire sauter. Notre arsenal était à la hauteur de notre ego démesuré. Dans la cave de notre tour, on avait un stock qui aurait pu équiper une petite milice. Des fusils d'assaut Kalachnikov, des Astava M70 serbes, l'outil de travail signature du grand banditisme marseillais. On avait aussi des pistolets Glock 19 pour le travail plus discret et des gilets pare-balles lourds. On se prenait pour des opérateurs, des soldats d'une guerre urbaine dont nous fixions nous-mêmes les règles. Une illusion dangereuse. L'idée de prendre l'Audi RS Q8N était même pas une question d'argent. On embrassait des dizaines de milliers par semaine avec le charbon. Non, c'était pour la frime, pour le statut. C'était un acte de pure domination. Imaginez la tête du Bourge, obligé de nous laisser son jouet à 150 000 €, puis parader avec sur le Vieux-Port le week-end suivant. C'était ça notre motivation. L'humiliation d'un autre pour affirmer notre supériorité. L'arrogance à son paroxysme. On avait nos propres véhicules pour les opérations, des voitures volées et nos maquilletons pour l'occasion. Ce soir-là, on avait un Peugeot 3008 noir, rapide et passe-partout, parfait pour une interception sur l'autoroute. Karim, lui, était dans un vieux Renault Clio qui ne payait pas de mine, idéal pour jouer le rôle du véhicule bloqueur à l'arrière sans attirer l'attention. Notre protocole était rodé, on l'avait fait des dizaines de fois. Était une mécanique bien huilée, une routine presque ennuyeuse. La nuit est tombée sur Marseille, une nuit claire et ventée. On était posté à la sortie de l'A55, là où elle rejoint l'A7, un point stratégique pour intercepter les belles voitures revenant du centre-ville. L'attente faisait monter l'adrénaline, un mélange d'excitation et d'impatience. On fumait cigarette sur cigarette, le canon froid de ma Kalachnikov posé sur mes genoux.
On était des prédateurs à l'affût, guettant la proie parfaite dans le flot incessant des phares. C'est Momo qui a donné l'alerte. Regarde là, Yanis, un RSQ-8 gris nardo, un fils à papa seul à bord. C'est le nôtre. Il avait raison. Le véhicule était magnifique, puissant, arrogant. Il incarnait tout ce qu'on méprisait et désirait à la fois. Le conducteur semblait être un cadre sup d'une quarantaine d'années, cheveux grisonnants, l'air fatigué. Une cible facile, un civil qui n'opposerait aucune résistance. La victime idéale pour notre démonstration de force. Le plan était simple, presque insultant de facilité. On le laissait s'engager sur l'A7, on accélérait pour le dépasser, puis on lui faisait une queue de poisson pour le forcer à piler. Karim, qui nous suivait à distance, n'aurait plus qu'à se mettre en travers derrière lui. Une embuscade classique, propre, sans bavure, pas de tir, pas de stress, juste un sort de la caisse, autoritaire, et l'affaire était pliée. On serait de retour à la cité en moins de 30 minutes pour fêter ça. La tension dans l'habitacle du 3008 est montée d'un cran. J'ai vérifié le sélecteur de tir de ma Zastava, un geste machinal. Momo a fait craquer les articulations de ses doigts, un sourire carnassier sur le visage. On était prêt. J'ai fait un signe de tête à Karim par le rétroviseur. Le balai pouvait commencer. Le moteur du Peugeot a rugi quand j'ai écrasé l'accélérateur. Et on s'est inséré juste derrière le prédateur qui allait devenir notre proie. Le moment de l'action est toujours un instant suspendu. Le monde extérieur disparaît. Il n'y a plus que la cible, le plan et les battements de ton cœur dans tes oreilles. J'ai collé le pare-choc de l'Audi. J'ai vu le conducteur jeter un œil inquiet dans son rétroviseur. Puis, j'ai déboîté violemment et je me suis rabattu juste devant lui, en freinant sec. Les pneus Michelin Pilot Sport de l'Audi ont crissé sur l'asphalte. Derrière, le Clio de Karim a parfaitement bloqué toute retraite. Le piège était refermé. On est sortis du 3008 comme des furies, Momo et moi, nos kalachnikovs pointés vers le pare-brise de l'Audi. La surprise, la peur, c'est ça notre meilleure arme. On hurle, on intimide, on casse la volonté de la victime avant même qu'elle puisse penser à réagir. J'ai frappé la vitre du conducteur avec la crosse de mon arme, le bruit sourd résonnant dans la nuit. L'adrénaline pompait à plein régime. Je me sentais tout puissant, le maître absolu de cette situation. Sors de là, le bourge. Allez, descends doucement, les mains sur la tête. Fais pas le con ou je te fume sur place. J'ai gueulé, ma voix déformée par la rage et l'excitation. C était notre dialogue habituel. La phrase qui transformait n'importe quel civil en un agneau tremblant. On s'attendait à voir un homme terrifié, suppliant, prêt à tout nous donner pour sauver sa peau. Mais la réaction que nous avons obtenue n'était pas dans le script. Pas du tout. Le conducteur n'a pas bougé, il n'a pas paniqué. Il a simplement tourné la tête lentement vers moi, et son regard. C était un scanner. Froid, méthodique, dénué de toute émotion. Il n'implorait pas, il analysait. Il détaillait nos armes, notre posture, la distance qui nous séparait. Il évaluait la menace avec une tranquillité terrifiante. C était comme si un loup observait deux chiens de berger aboyer bruyamment. Cet instant de calme anormal a été le premier signal d'alarme dans mon cerveau. J'ai senti un frisson glacial me parcourir l'échine, malgré la douceur de la nuit marseillaise. L'air est devenu soudainement plus dense, plus lourd. Le silence de cet homme était plus assourdissant que mes propres hurlements. Qu'est-ce qui n'allait pas? Un flic? Peut-être un simple agent de la BAC, trop sûr de lui. Mais même eux montraient une certaine tension dans ce genre de situation. Lui, rien. Le vide. Un calme de prédateur, pas de proie. Il a commencé à lever les mains. Mais C était un mouvement lent, délibéré, presque théâtral. C'est là que j'ai remarqué le volume suspect à sa ceinture, sous sa chemise polo Zadig & Voltaire. Un holster, sans aucun doute. Mon esprit s'est emballé. C'est un keuf, j'ai pensé, mais quelque chose clochait. Sa posture, son calme olympien, ce n'était pas le comportement d'un policier de terrain surpris hors service. C'était autre chose, quelque chose de bien plus dangereux. Momo, lui, n'avait pas ma patience. L'absence de peur chez notre cible l'a rendu furieux. Pour lui, était un manque de respect. « Tu fais le malin, enculé !» a-t-il grogné avant de lever sa kalachnikov pour fracasser la vitre avec la crosse. C'est cette fraction de seconde d'inattention, ce mouvement agressif et prévisible, qui a tout déclenché. L'homme dans la voiture n'attendait que ça. Une ouverture, une erreur de notre part. Et Momo venait de la lui offrir sur un plateau.
Le mouvement a été d'une rapidité et d'une fluidité irréelles. Ce N n'était pas de la panique. C'était un protocole d'exécution. Dans un seul geste, il a sorti son pistolet, un SIG Sauer SP 2022, a désactivé la sécurité et a tiré 2 fois à travers sa propre vitre. Les détonations sèches ont claqué dans la nuit. Les 2 projectiles de 9 mm ont frappé Momo en plein dans le torse, au centre de la masse. Il s'est effondré en arrière, mort, avant même que son cerveau n'ait pu enregistrer le son des tirs. Simultanément, l'homme a donné un coup de pied violent dans sa portière, l'utilisant comme un bouclier balistique. La portière a percuté mes genoux, me déséquilibrant, tandis qu'il sortait du véhicule, déjà en position de tir, engageant ma position. Son visage était un masque de concentration absolue. Ses yeux étaient rivés sur moi, son arme parfaitement alignée. J'ai compris à ce moment-là. Ce N n'était pas un flic. C était un opérateur, un soldat. J'ai tenté de lever ma Kalachnikov, mais l'arme me paraissait soudainement lourde, lente, maladroite. J était un amateur face à un professionnel. Une détonation a retenti et une douleur fulgurante a explosé dans ma cuisse droite. Le projectile avait brisé mon fémur. Je me suis écroulé sur l'asphalte en hurlant, mon monde se réduisant à une douleur insoutenable, une panique aveugle et le son de nouvelles détonations. Il avait déjà pivoté vers la voiture de Karim, de prédateur. J'arrêtais devenu une proie blessée se vidant de son sang sur le bitume. Mon fusil d'assaut était tombé à quelques mètres, inutile. J'ai entendu le bruit caractéristique des balles perforant la carrosserie du vieux Clio, suivi du silence. Moins de 3 secondes. En moins de 3 secondes, notre embuscade parfaite S était transformée en notre tombeau. L'homme qui devait être notre victime se tenait debout au milieu du chaos, maître absolu de la situation. Le silence qui a suivi le dernier tir était terrifiant. Il n'était rompu que par mes propres gémissements de douleur. L'odeur de poudre à canon flottait dans l'air, âcre et métallique. J'ai vu l'homme s'avancer calmement, son SIG Sauer toujours pointé dans ma direction, balayant la zone avec une efficacité militaire. Il a vérifié que Momo et Karim étaient bien passifs, comme ils disent dans leur jargon. 2 bases comptables pour lui, 2 frères en moins pour moi. Puis, j'ai entendu les sirènes. Mais ce N n'était pas le son habituel de la police nationale. C était un son plus grave, plus menaçant. 2 Peugeot 5008 noirs, sans aucun signe distinctif, sont arrivés à toute vitesse et ont pilé près de la scène. Des hommes en civil mais équipés de matériel tactique en sont descendus. Leurs mouvements étaient décoordonnés, silencieux. Ils n'étaient pas là pour enquêter sur un crime. Ils étaient là pour une extraction. Ils étaient de la BRI. L'homme s'est approché de moi. Je me tordais de douleur sur le sol, mon survêtement Lacoste noir désormais rouge et collant. Il a regardé ma Kalachnikov avec un mépris évident, l'a poussé du bout de sa botte et l'a envoyé valser plus loin. Il n'y avait aucune colère dans son geste, juste le dédain d'un professionnel pour l'outil d'un amateur. Était peut-être ça, la plus grande humiliation de toutes. Il s'est agenouillé à côté de moi, non pas avec pitié, mais avec la froideur d'un chirurgien sur un champ de bataille. Il a sorti un garrot tactique de sa poche et l'a serré fermement autour de ma cuisse, stoppant l'hémorragie. « Tu vas vivre », m'a-t-il dit d'une voix calme, presque neutre, « pour te souvenir. » Il m'a ensuite passé les menottes lui-même, juste avant que le SAMU et la police officielle n'arrivent sur les lieux pour nettoyer sa scène de crime. Le procès a été une formalité. Tentative de vol à main armée avec violence ayant entraîné la mort. Légitime défense pour lui, évidemment. 25 ans de prison ferme pour moi. Ma carrière de caïd s'est terminée ce soir-là, sur l'autoroute A7. De roi de la cité, je suis devenu le bouffon qui a attaqué la mauvaise personne. Une blague, un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Une histoire qu'on raconte aux plus jeunes pour leur faire peur. La justice des hommes m'a condamné à une peine. Mais la vraie sentence, c'est lui qui me l'a infligée. Ce souvenir, cette humiliation, cette douleur fantôme dans ma jambe. Chaque jour, je revis ces 3 secondes. Le son des tirs, le regard de Momo S éteignant, le froid métallique des menottes sur mes poignets. Il ne m'a pas seulement pris ma liberté, il m'a pris mon arrogance, ma fierté. Il m'a laissé en vie, mais il a tué le fantôme. Aujourd'hui, 12 ans plus tard, je suis ici, à la prison des Baumettes. Ma jambe gauche est plus courte que la droite. Je boite comme un vieux chien. La plaque de titane dans mon fémur me rappelle chaque jour mon erreur. Momo et Karim, eux, ont eu droit à une brève dans le journal local. 2
Jeunes délinquants, tués lors d'un règlement de compte. Leurs noms ont été oubliés aussi vite que l'encre a séché sur le papier. Et lui, le commandant Étienne Dubois. J'ai entendu dire qu'il est devenu le grand patron de la BRI. Une légende vivante au 36 quai des Orfèvres. L'homme qui a survécu à un saucissonnage de la DZ Mafia sur la 7. Ils lui ont même donné la Légion d'honneur pour ça. Il est devenu un héros, un symbole de l'ordre, grâce à notre stupidité. Il a bâti sa légende sur les cadavres de mes amis et sur ma jambe brisée. Dans la cité, on se prend pour des loups, les prédateurs ultimes au sommet de la chaîne alimentaire urbaine. On s'imagine que la rue nous appartient. Mais on oublie une chose essentielle. On oublie que de l'autre côté, l'État a ses propres monstres. Des monstres bien plus dangereux, entraînés dans des forces spéciales, avec un équipement de pointe et, surtout, avec une licence pour vous effacer de la carte en toute légalité et en toute impunité. Ce soir-là, je n'ai pas attaqué un simple bourge dans une belle voiture. J'ai commis l'erreur fatale de sous-estimer ma cible. J'ai frappé à la porte de l'enfer en pensant que personne ne répondrait. Mais quelqu'un a répondu. Le diable en personne a ouvert et il portait un pistolet Sig Sauer. J'ai appris à mes dépens qu'il y a toujours un plus gros poisson dans la mare, une hiérarchie de la violence qu'il ne faut jamais, jamais ignorer. Il était 23h14 un jeudi soir. Le Mistral soufflait fort sur l'autoroute A7, charriant une odeur de sel marin et de diesel brûlé qui se mélangeait à la fumée de nos cigarettes. Le plan était censé être une formalité, bloquer l'Audi RS-Q8, faire descendre le type et repartir avec le bolide. Un jeu d'enfant, on pensait. Mais quand la vitre teintée s'est abaissée et que j'ai croisé son regard, ce n'était pas de la peur que j'y ai vue. Était une évaluation, une froideur clinique. À cet instant précis, j'ai compris que nous venions de signer notre propre arrêt de mort. Cette histoire est réelle. Chaque détail est gravé dans ma chair. Si cette vidéo disparaît demain, sachez que la DGSI m'aura retrouvé. Ils n'aiment pas qu'on expose les méthodes de leurs loups, qu'on révèle le visage des fantômes qui opèrent dans l'ombre de la République. Alors, avant qu'ils ne fassent le ménage, téléchargez cette archive, partagez-la. Chaque vue, chaque like est un témoin qui atteste que j'ai dit la vérité. Votre attention est ma seule protection contre le silence étouffant de l'État. Maintenant que vous avez renforcé le périmètre, que vous faites partie du cercle, on peut y aller. Rembobinons la cassette de 2 heures, juste avant que les portes de l'enfer ne s'ouvrent en grand sur l'asphalte marseillais. On était au sommet de notre monde, blindés d'une arrogance qui nous servait de gilet pare-balles. On se croyait intouchables, des rois du béton armé. Une erreur de jugement qui allait nous coûter bien plus que notre liberté. Une leçon écrite avec le sang de mes frères. Une semaine avant ce fiasco, J était le roi de la cité, Yanis, alias le fantôme. Pas parce que J était discret, mais parce que je pouvais faire disparaître les problèmes et les gens. J était le gérant de terrain pour la DZ Mafia à la Castellane. Le pognon des stupes tombait comme une pluie d'été, arrosant nos survêtements Lacoste et nos chaînes en or qui brillaient sous le soleil de Marseille. On était les maîtres du jeu, les seigneurs de notre petit royaume de béton. Notre équipe, était le trio infernal. Moi, le cerveau. Momo, le bras armé, une montagne de muscles de 1,90 pour 110 kilos. Toujours le premier à vouloir en découdre, le regard vide et la détente facile. Et puis Karim, le fidèle, le chauffeur, le mec discret qui connaissait chaque ruelle de la ville comme sa poche. Ensemble, on était une unité crainte et respectée. On se sentait invincible, une fratrie forgée dans le crime, persuadée que rien ni personne ne pouvait nous arrêter. On passait nos nuits sur les toits des immeubles, à siroter des bouteilles d'Armand de Brignac en écoutant Jules à plein volume, le son se répercutant sur les façades grises de la cité. On regardait les lumières de la ville en bas et on se disait que tout ça nous appartenait. Chaque voiture, chaque appartement, chaque regard baissé devant nous était une confirmation de notre pouvoir. On était jeunes, riches et arrogants. Un cocktail explosif qui attendait juste la mauvaise étincelle pour tout faire sauter. Notre arsenal était à la hauteur de notre ego démesuré. Dans la cave de notre tour, on avait un stock qui aurait pu équiper une petite milice. Des fusils d'assaut Kalachnikov, des Astava M70 serbes, l'outil de travail signature du grand banditisme marseillais. On avait aussi des pistolets Glock 19 pour le travail plus discret et des gilets pare-balles lourds. On se prenait pour des opérateurs, des soldats d'une guerre urbaine dont nous fixions nous-mêmes les règles. Une illusion dangereuse.
L'idée de prendre l'Audi RSQ8N était même pas une question d'argent. On embrassait des dizaines de milliers par semaine avec le charbon. Non, c'était pour la frime, pour le statut. C'était un acte de pure domination. Imaginez la tête du Bourge, obligé de nous laisser son jouet à 150 000 €, puis parader avec sur le Vieux-Port le week-end suivant. C'était ça notre motivation. L'humiliation d'un autre pour affirmer notre supériorité. L'arrogance à son paroxysme. On avait nos propres véhicules pour les opérations, des voitures volées et nos maquilletons pour l'occasion. Ce soir-là, on avait un Peugeot 3008 noir, rapide et passe-partout, parfait pour une interception sur l'autoroute. Karim, lui, était dans un vieux Renault Clio qui ne payait pas de mine, idéal pour jouer le rôle du véhicule bloqueur à l'arrière sans attirer l'attention. Notre protocole était rodé, on l'avait fait des dizaines de fois. C était une mécanique bien huilée, une routine presque ennuyeuse. La nuit est tombée sur Marseille, une nuit claire et ventée. On était posté à la sortie de l'A55, là où elle rejoint l'A7, un point stratégique pour intercepter les belles voitures revenant du centre-ville. L'attente faisait monter l'adrénaline, un mélange d'excitation et d'impatience. On fumait cigarette sur cigarette, le canon froid de ma Zastava M70 posé sur mes genoux. On était des prédateurs à l'affût, guettant la proie parfaite dans le flot incessant des phares qui défilaient devant nous. C'est Momo qui a donné l'alerte, sa voix rauque brisant le silence de l'habitacle. « Regarde là, Yanis, un RSQ8 gris Nardo, un fils à papa seul à bord. C'est le nôtre. » Il avait raison. Le véhicule était magnifique, puissant, arrogant. Il incarnait tout ce qu'on méprisait et désirait à la fois. Le conducteur semblait être un cadre sup d'une quarantaine d'années. Cheveux grisonnants, l'air fatigué par sa journée de travail. Une cible facile, un civil qui n'opposerait aucune résistance. La victime idéale pour notre démonstration de force. Le plan était simple, presque insultant de facilité. On le laissait s'engager sur l'A7, on accélérait pour le dépasser, puis on lui faisait une queue de poisson pour le forcer à piler sur les freins. Karim, qui nous suivait à distance respectable dans sa vieille Clio, n'aurait plus qu'à se mettre en travers derrière lui. Une embuscade classique, propre, sans bavure. Pas de tir, pas de stress. Juste un sort de la caisse, autoritaire, et l'affaire serait pliée. On serait de retour à la cité en moins de 30 minutes pour fêter ça. Dans ma tête, je savourais déjà la scène. Le visage paniqué du Bourge, ses mains tremblantes nous tendant les clés de son jouet à 150 000 €. C était plus qu'un vol. Casse était une affirmation de notre pouvoir, une redistribution des richesses à notre manière. Nous étions les seigneurs de cette jungle de béton et d'asphalte, et ce soir-là, nous allions simplement prélever notre dû. L'arrogance nous servait de bouclier, nous rendant aveugles au danger qui sommeillait juste devant nous. La tension dans l'habitacle du 3008 est montée d'un cran. J'ai vérifié le sélecteur de tir de ma Zastava, un geste machinal qui me rassurait. Momo a fait craquer les articulations de ses doigts, un sourire carnassier étirant ses lèvres. On était prêts. J'ai fait un signe de tête à Karim par le rétroviseur. Le balai pouvait commencer. Le moteur du Peugeot a rugi quand j'ai écrasé l'accélérateur, et on s'est inséré juste derrière le prédateur qui allait devenir notre proie. Le moment de l'action est toujours un instant suspendu. Le monde extérieur disparaît. Il n'y a plus que la cible. Le plan et les battements de ton cœur dans tes oreilles. J'ai collé le pare-choc de l'Audi. J'ai vu le conducteur jeter un œil inquiet dans son rétroviseur. Puis, j'ai déboîté violemment, et je me suis rabattu juste devant lui, en freinant sec. Les pneus Michelin Pilot Sport de l'Audi ont crissé sur l'asphalte. Derrière, le Clio de Karim a parfaitement bloqué toute retraite. Le piège était refermé. On est sortis du 3008 comme des furies, Momo et moi, nos kalachnikovs pointés vers le pare-brise de l'Audi. La surprise, la peur, c'est ça notre meilleure arme. On hurle, on intimide, on casse la volonté de la victime avant même qu'elle puisse penser à réagir. J'ai frappé la vitre du conducteur avec la crosse de mon arme, le bruit sourd résonnant dans la nuit. L'adrénaline pompait à plein régime. Je me sentais tout puissant, le maître absolu de cette situation. Sors de là, le Bourge. Allez, descends doucement, les mains sur la tête. Fais pas le con ou je te fume sur place. J'ai gueulé, ma voix déformée par la rage et l'excitation. C'était notre dialogue habituel, la phrase qui transformait n'importe quel civil en un agneau tremblant. On s'attendait à voir un homme terrifié, suppliant,
prêt à tout nous donner pour sauver sa peau. Mais la réaction que nous avons obtenue n'était pas dans le script. Pas du tout. Le conducteur n'a pas bougé. Il n'a pas paniqué. Il a simplement tourné la tête lentement vers moi, et son regard, était un scanner, froid, méthodique, dénué de toute émotion. Il n'implorait pas, il analysait. Il détaillait nos armes, notre posture, la distance qui nous séparait. Il évaluait la menace avec une tranquillité terrifiante. Était comme si un loup observait deux chiens de berger aboyer bruyamment. Cet instant de calme anormal a été le premier signal d'alarme dans mon cerveau. J'ai senti un frisson glacial me parcourir l'échine, malgré la douceur de la nuit marseillaise. L'air est devenu soudainement plus dense, plus lourd. Le silence de cet homme était plus assourdissant que mes propres hurlements. Qu'est-ce qui n'allait pas? Un flic? Peut-être un simple agent de la BAC, trop sûr de lui. Mais même eux montraient une certaine tension dans ce genre de situation. Lui, rien. Le vide. Un calme de prédateur, pas de proie. Il a commencé à lever les mains. Mais était un mouvement lent, délibéré, presque théâtral. C'est là que j'ai remarqué le volume suspect à sa ceinture, sous sa chemise polo Zadig & Voltaire. Un holster, sans aucun doute. Mon esprit s'est emballé. C'est un keuf, j'ai pensé, mais quelque chose clochait. Sa posture, son calme olympien. Ce n'était pas le comportement d'un policier de terrain surpris hors service. Était autre chose. Quelque chose de bien plus dangereux. Momo, lui, n'avait pas ma patience. L'absence de peur chez notre cible l'a rendu furieux. Pour lui, était un manque de respect. « Tu fais le malin, enculé !» a-t-il grogné avant de lever sa kalachnikov pour fracasser la vitre avec la crosse. C'est cette fraction de seconde d'inattention, ce mouvement agressif et prévisible, qui a tout déclenché. L'homme dans la voiture n'attendait que ça. Une ouverture, une erreur de notre part. Et Momo venait de la lui offrir sur un plateau. Dans ma tête, un cri silencieux a retenti. « Non, Momo, arrête !» J'ai compris à cet instant précis que nous n'étions plus les chasseurs. Nous étions le gibier qui venait de se jeter dans la gueule du loup. Le plan parfait, l'embuscade millimétrée, tout ça n'était qu'une illusion. La réalité, était cet homme au calme mortel qui nous avait jaugés et jugés indignes. Nous avions commis l'erreur ultime. Nous étions devenus prévisibles pour un véritable prédateur. Le temps a semblé se figer. J'ai vu le regard de l'homme se durcir, passant de l'analyse à l'exécution. Son corps s'est tendu, non pas de peur, mais comme un ressort sur le point de se détendre. Il n'était pas piégé dans sa voiture avec nous. C'était nous qui étions piégés sur cette portion d'autoroute avec lui. J'ai senti l'odeur de la poudre avant même que le premier coup de feu ne soit tiré, une prémonition glaciale de notre propre fin. Ce haine était plus une question de voler une voiture. Était une question de survie. Chaque fibre de mon être me hurlait de fuir, d'abandonner, de disparaître. Mais il était trop tard. Le mouvement de Momo avait scellé notre destin. J'ai vu la main droite du conducteur descendre vers sa ceinture avec une vitesse surnaturelle, et j'ai su. J'ai su que le fantôme de la Castellane et son équipe allaient être effacés de la carte par quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû réveiller. Le mouvement a été d'une rapidité et d'une fluidité irréelles. Ce haine n'était pas de la panique. Était un protocole d'exécution. Dans un seul geste, il a sorti son pistolet, un 6G Sauer SP 2022, a désactivé la sécurité et a tiré 2 fois à travers sa propre vitre. Les détonations sèches ont claqué dans la nuit. Les 2 projectiles de 9 mm ont frappé Momo en plein dans le torse, au centre de la masse. Il s'est effondré en arrière, mort avant même que son cerveau n'ait pu enregistrer le son des tirs. Simultanément, l'homme a donné un coup de pied violent dans sa portière, l'utilisant comme un bouclier balistique. La portière a percuté mes genoux, me déséquilibrant, tandis qu'il sortait du véhicule, déjà en position de tir, engageant ma position. Son visage était un masque de concentration absolue. Ses yeux étaient rivés sur moi, son arme parfaitement alignée. J'ai compris à ce moment-là. Ce N n'était pas un flic. Était un opérateur, un soldat. J'ai tenté de lever ma kalachnikov, mais l'arme me paraissait soudainement lourde, lente, maladroite. Était un amateur face à un professionnel. Une détonation a retenti et une douleur fulgurante a explosé dans ma cuisse droite. Le projectile avait brisé mon fémur. Je me suis écroulé sur l'asphalte en hurlant, mon monde se réduisant à une douleur insoutenable, une panique aveugle et le son de nouvelles détonations. Il avait déjà pivoté vers la voiture de Karim. De prédateur
J était devenu une proie blessée se vidant de son sang sur le bitume. Mon fusil d'assaut était tombé à quelques mètres, inutile. J'ai entendu le bruit caractéristique des balles perforant la carrosserie du vieux Clio, suivi du silence. Moins de 3 secondes. En moins de 3 secondes, notre embuscade parfaite s'était transformée en notre tombeau. L'homme qui devait être notre victime se tenait debout au milieu du chaos, maître absolu de la situation. Le silence qui a suivi le dernier tir était terrifiant. Il n'était rompu que par mes propres gémissements de douleur. L'odeur de poudre à canon flottait dans l'air, âcre et métallique. J'ai vu l'homme s'avancer calmement, son SIG Sauer toujours pointé dans ma direction, balayant la zone avec une efficacité militaire. Il a vérifié que Momo et Karim étaient bien passifs, comme ils disent dans leur jargon, 2 basses comptables pour lui, 2 frères en moins pour moi. Puis, j'ai entendu les sirènes, mais ce N n'était pas le son habituel de la police nationale. C était un son plus grave, plus menaçant. 2 Peugeot 5008 noirs, sans aucun signe distinctif, sont arrivés à toute vitesse et ont pilé près de la Seine. Des hommes en civil mais équipés de matériel tactique en sont descendus. Leurs mouvements étaient coordonnés, silencieux. Ils n'étaient pas là pour enquêter sur un crime. Ils étaient là pour une extraction. Ils étaient de la BRI. L'homme s'est approché de moi. Je me tordais de douleur sur le sol. Mon survêtement Lacoste noir, désormais rouge et collant. Il a regardé ma Zastava M70 avec un mépris évident, l'a poussé du bout de sa botte et l'a envoyé valser plus loin. Il n'y avait aucune colère dans son geste, juste le dédain d'un professionnel pour l'outil d'un amateur. C'était peut-être ça, la plus grande humiliation de toutes. Il s'est agenouillé à côté de moi, non pas avec pitié, mais avec la froideur d'un chirurgien sur un champ de bataille. Il a sorti un garrot tactique de sa poche et l'a serré fermement autour de ma cuisse, stoppant l'hémorragie. « Tu vas vivre », m'a-t-il dit d'une voix calme, presque neutre. « Pour te souvenir. » Il m'a ensuite passé les menottes lui-même, juste avant que le SAMU et la police officielle n'arrivent sur les lieux pour nettoyer sa scène de crime. J'ai enfin compris l'abîme qui nous séparait. Nous n'étions que des gamins jouant aux soldats avec des armes de guerre, persuadés que la violence nous appartenait. Lui, la violence était son métier, sa science. Il l'a disséquée, maîtrisée, et ce soir-là, il nous l'a enseigné de la manière la plus brutale qui soit. Sur cet asphalte froid, au milieu de mes frères morts, j'ai appris que dans la jungle, il y a toujours un prédateur bien plus grand que vous. Le fracas des tirs s'est éteint, laissant place à un silence assourdissant, seulement troublé par mes propres halètements de douleur et le sifflement aigu dans mes oreilles. L'odeur de poudre, de métal chaud et du sang de mes frères flottait dans l'air, un parfum de mort. Puis, un nouveau son a déchiré la nuit, pas les sirènes stridentes de la police nationale. Celle-ci était plus grave, plus menaçante. 2 Peugeot 5008 noirs, sans aucun signe distinctif, ont surgi de l'obscurité et se sont arrêtés avec une précision glaçante. Des hommes en civil en sont descendus, mais leur démarche trahissait leur profession. Ils portaient des gilets pare-balles discrets sous leurs vestes et des holsters de cuisses. Leurs mouvements étaient coordonnés, silencieux, comme une meute de loups sécurisant un périmètre. Ils ne criaient pas d'ordre, ne couraient pas dans tous les sens. Ils n'étaient pas là pour enquêter sur un crime. Ils étaient là pour une extraction, pour récupérer leurs actifs et nettoyer la scène. J était juste un déchet à ramasser. L'homme de l'Audi s'est approché de moi, qui me tordait de douleur sur l'asphalte. Il a regardé ma Zastava M70 avec un mépris glacial. L'a poussé du bout de sa botte et l'a envoyé plus loin. Il s'est agenouillé, non par pitié, mais avec la froideur d'un chirurgien. Il a sorti un garrot tactique de sa poche et l'a serré autour de ma cuisse. « Tu vas vivre », a-t-il dit, sa voix neutre, « pour te souvenir. » Puis je l'ai entendu. L'un de ces hommes a dit « C'est bon, commandant ? On est paré. » Commandant. Puis, le vrai cirque a commencé. Les gyrophares de la police locale et du SAMU ont inondé la scène de lumières bleues et rouges. C'était le chaos, comparé à l'efficacité silencieuse des hommes en noir. Alors que les ambulanciers me découpèrent le survêtement, j'ai vu le commandant briefer un commissaire de la police locale, qui hochait la tête comme un élève devant son professeur. C'est le commandant lui-même qui m'a passé les menottes avant qu'on ne me charge dans l'ambulance. L'humiliation finale. Le procès fut une parodie, une simple formalité administrative pour classer le dossier. Tentative de vol à main armée en bande organisée, homicide volontaire sur mon ami Momo, complicité sur Karim.
La légitime défense du commandant n'a même pas été débattue. Le verdict est tombé comme un coup près, 25 ans ferme, sans possibilité de remise de peine avant la moitié. Le son lourd de la grille de la prison des Baumettes se refermant derrière moi a été le point final de l'histoire du fantôme. Aujourd'hui, 12 ans plus tard, je suis ici, à la prison des Baumettes. Ma jambe gauche est plus courte que la droite, je boite comme un vieux chien. La plaque de titane dans mon fémur me rappelle chaque jour mon erreur et la peine de 25 ans qui va avec. Momo et Karim, eux, ont eu droit à une brève dans le journal local. 2 jeunes délinquants et tués. Leurs noms ont été oubliés aussi vite que l'encre a séché sur le papier du quotidien. Et le commandant Dubois, j'ai entendu dire qu'il est devenu le grand patron de la BRI. Une légende vivante au 36, quai des Orfèvres. L'homme qui a survécu à un saucissonnage de la DZ Mafia sur la 7. Ils lui ont même donné la Légion d'honneur pour ça. Il est devenu un héros, un symbole de l'ordre, grâce à notre stupidité. Il a bâti sa légende sur les cadavres de mes amis et sur ma jambe brisée. Dans la cité, on se prend pour des loups, les prédateurs ultimes au sommet de la chaîne alimentaire urbaine. On s'imagine que la rue nous appartient, que notre violence est la seule qui compte. Mais on oublie une chose essentielle. On oublie que de l'autre côté, l'État a ses propres monstres. Des monstres bien plus dangereux, entraînés, avec un équipement de pointe et, surtout, avec une licence pour vous effacer de la carte en toute légalité et impunité. Ce soir-là, je n'ai pas attaqué un simple bourge dans une belle voiture. J'ai commis l'erreur fatale de sous-estimer ma cible. J'ai frappé à la porte de l'enfer en pensant que personne ne répondrait, que C était notre territoire. Mais quelqu'un a répondu. Le diable en personne a ouvert, et il portait un pistolet SIG Sauer. J'ai appris à mes dépens qu'il y a toujours une hiérarchie de la force qu'il ne faut jamais ignorer.